Bonjour à vous tous et bienvenue dans ce journal du confinement. Je vous invite à faire un super voyage sur le fleuve royal, la Loire. Vous allez voir, ça va être un moment de rencontre et de découverte. Et pour commencer, un petit rappel sur ce fleuve royal, la Loire. La Loire est le plus long fleuve ayant son cours en France. Sa source, un tout petit filet d'eau, nous vient du mont Gerbier-des-Joncs en Ardèche. Après 1013 km d'un parcours sinueux, le fleuve se jette dans l'océan Atlantique, à Saint-Nazaire. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, il est un axe de navigation et de transport de marchandises important. Il permet aux divers bateaux de Loire, Futreau, Toul, Gabard, Chaland, de transporter pierres ardoises pour les constructions de demeures et châteaux. Et aussi le transport de passagers, de denrées alimentaires venant des îles comme la canne à sucre chargée à Nantes. Il alimente Paris en sel, en vin. Le charbon stéphanois et les produits forésiens, tels que les céramiques, voyageaient par la Loire jusqu'à Paris ou Nantes. La Loire est dure avec les mariniers, nombreux ont perdu la vie dans ses méandres. Le fleuve est très capricieux. En 1856, la Loire est en colère. La crue atteint, à certains endroits, plus de 7,10 m. De nombreuses digues sont rompues, des maisons englouties, et l'on compte malheureusement de nombreux morts. La belle époque du fleuve royal touche à sa fin. En mai 1843 s'ouvre la ligne de chemin de fer Paris-Orléans, puis s'étend vers Tours et Nantes. Cela signifie l'arrêt de la navigation fluviale. Le transport de marchandises va survivre quelque temps. L'un des derniers bateaux en service est le Fram, qui a navigué jusqu'en 1918. Depuis 1990, un renouveau s'ouvre vers la redécouverte de la Loire grâce aux nombreuses associations de mariniers et de protection du milieu ligérien. En 2000, la partie entre Sully-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire en Anjou fut classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça fait un petit rappel géographique, ça nous rappelle un petit peu l'école, tout ça. Ben, ça fait pas de mal, quoi. En 2000, entre Sully-sur-Loire, dans le Loiret, et Chalonnes-sur-Loire, en Anjou, ces 280 km de Loire ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Val-de-Loire, patrimoine mondial. Entre Sully-sur-Loire, dans le Loiret, et Chalonnes-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire, le Val-de-Loire est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO comme paysage culturel vivant. On reconnaît par là sa valeur universelle, son authenticité et son intégrité. Et c'est aussi un enjeu, la perte de ce paysage culturel serait considérée comme irremplaçable pour la mémoire collective de l'humanité. Que dit l'UNESCO à propos du Val-de-Loire ? C'est un paysage culturel exceptionnel le long d'un fleuve qui témoigne des interactions entre les hommes et leur environnement sur 2000 ans d'histoire. Il est remarquable pour la qualité de son patrimoine architectural, ses villes historiques et pour ses châteaux de renommée mondiale. Ce paysage illustre également l'influence des idéaux de la Renaissance et du siècle des Lumières sur la pensée et la création en Europe occidentale. Outre ces critères liés au patrimoine, une autre lecture est possible, moins académique, plus anthropologique. Elle souligne que c'est d'abord l'activité humaine qui a façonné cet espace à travers 4 cultures, celle de la vigne, des jardins, de la pierre et du fleuve. Ces activités humaines toujours pratiquées, originales, sont les points cardinaux du territoire. Elles en ont conditionné le développement et l'aménagement. Avec le fleuve comme épine dorsale et sur ses rives le produit de 2000 ans d'histoire et d'activité, le paysage culturel du Val-de-Loire est un monument de nature et de culture. N'hésitez pas à aller sur le site de la Mission Val-de-Loire pour vous tenir au courant de toutes les manifestations possibles et imaginables qui se déroulent sur la Loire. Et la Loire, c'est aussi la pêche. Ils ne sont plus qu'une trentaine de pêcheurs professionnels à exercer sur la Loire. Nous allons aller à la rencontre de Romain Gadet, qui lui se trouve à Bréhémont, en Indre-et-Loire. Avant de faire pêcheur, j'ai travaillé dans la recherche en écologie.
sur les poissons grands migrateurs sur la Loire. Donc le saumon, la lauze, la lamproie et l'anguille. Et puis après, j'ai choisi de m'installer, de me mettre à mon compte ici à Bremont. J'ai besoin d'être sur la Loire parce que ça change tellement souvent en fait. Il y a toujours des choses différentes à voir, des lumières différentes, des oiseaux, des espèces de poissons. La dernière fois, on a des sangliers qui ont traversé juste devant nous. Enfin, on voit toujours des trucs différents et qui nous surprennent. La Loire a aussi inspiré de nombreux artistes, qu'ils soient des peintres comme Turner ou des photographes comme Dominique Drouet. Nous allons aller à la rencontre donc de Dominique Drouet qui a commencé à photographier la Loire à partir de l'âge de 9 ans. Alors tout d'abord, la Loire pour moi c'est la Loire du dimanche, la Loire des vacances. C'est mon père qui m'a fait connaître la Loire. Et on partait très tôt le matin au noir et on allait au bout du barrage, sur les épis de Loire comme on appelle, pour avoir les meilleures places. Donc il fallait partir très tôt le matin. On pêchait le carnassier et l'après-midi on pêchait le mulet. Donc c'était royal, il y avait la vie du fleuve tout au long de cette journée avec les pétroliers qui passaient. Ils passaient à cette époque et ils emmenaient une vague d'1,50 m, donc il fallait vite courir pour enlever toutes nos cannes et tous les viviers, sinon tout partait à l'eau. Enfin, c'était un énorme moment de plaisir et j'ai appris à connaître la Loire comme ça et j'ai vu le jour se lever, j'ai vu le jour se coucher et quand je suis devenu photographe, eh bien j'ai laissé tomber mes lancers, mes cannes et j'ai parcouru la Loire avec mes appareils photo du Mont-Gerbier à Saint-Nazaire pour sortir quelques livres sur la Loire. Donc voilà, et maintenant je ne peux plus m'en passer, c'est mon terrain de jeu professionnel. Un jour j'étais avec un pêcheur professionnel, je faisais un reportage sur la pêche à la lamproie, à la nasse en osier, ce qui se pratique par chez nous, là, du côté de Saint-Florent-le-Vieil. Et nous sommes allés pêcher, retirer les nasses, on a fait une bonne matinée de pêche et en revenant, on est allé déposer quelques lamproies chez le restaurateur à la Gabelle et on a pris un petit café, on a discuté, on a pris un petit apéro et Julien Gracq est passé, on l'a vu à travers la fenêtre, il est passé son journal sous le bras comme d'habitude et le restaurateur nous a dit que c'était son quotidien de voir Julien Gracq passer, il habitait à côté de chez lui et quelques temps après j'ai eu la chance de passer un après-midi avec Julien Gracq pour discuter de la Loire. Voilà, et bien bon confinement à tout le monde. Et puis vous avez vu, Dominique vient de nous parler de Julien Gracq. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un écrivain romancier français qui signait son nom de plume Louis Poirier. Puis alors le prochain déconfinement pour Dominique Drouet, c'est la sortie de son nouveau livre, Du Val à l'Estuaire, aux éditions La Geste. Après le confinement, si vous aviez envie de découvrir la Loire, moi je vous propose une visite au musée des Deux Marines à Briare, dans le Loiret. Le musée des Deux Marines et du Pont-Canal à Briare, dans le Loiret, fut construit, aménagé et conçu par une équipe de bénévoles. C'est en 1996 qu'il fut ouvert au public. Une visite éducative retrace la vie de la marine, qu'elle soit sur le fleuve ou sur ses canaux. Lieu magique qui emmène enfants et adultes à travers un long voyage sur le fleuve Royal. Depuis des siècles, s'est construit le long de la Loire de magnifiques châteaux. Petite promenade à travers certains de ces châteaux. Le château de Sully-sur-Loire est une forteresse médiévale construite à la fin du XIVe siècle. Le plus célèbre de ses propriétaires fut Maximilien de Béthune,
1641, premier duc de Sully et grand ministre du roi Henri IV. Pendant 4 siècles, le domaine est resté dans la famille des descendants de Sully. En 1519, François, premier roi de France, ordonne la construction de Chambord. Il y passera malheureusement peu de temps. En 1547, le roi décède, les travaux ne sont pas encore terminés. Il faut attendre le règne de Louis XIV pour qu'il soit mené à terme. Il est terminé entre 1680 et 1685. Il aura fallu environ 140 ans. Le château mesure 156 mètres de long et 56 mètres de haut. Il est construit de 440 pièces, 360 cheminées, 14 escaliers principaux et 70 escaliers secondaires. Le parc est clôturé par un mur de 31 km. Il s'étend sur une superficie de 5440 hectares. Résidence de 7 rois et de 10 reines de France, le château royal de Blois est un lieu évocateur du pouvoir et de la vie quotidienne de la cour à la Renaissance. Durant son règne, Louis XII y séjourne le plus souvent en hiver. Il épouse, en mars 1499, la duchesse Anne de Bretagne, veuve de son prédécesseur. Ceci afin de maintenir la Bretagne dans l'orbite française. Anne de Bretagne meurt le 9 janvier 1514. Ses funérailles sont célébrées à la collégiale Saint-Sauveur du Château. Le château de Chaumont-sur-Loire domine la vallée de la Loire. Il illustre l'architecture d'agrément de la Renaissance. Catherine de Médicis, propriétaire du château, est une grande admiratrice de Nostradamus et de Ruggieri. Elle fera de lui donc son astrologue personnel. Le prince et la princesse de Broglie, dernier propriétaire privé du château, influent au domaine un élan de modernité. Le château d'Amboise, avant d'être attaché à la couronne en 1434, il appartenait depuis plus de 4 siècles à la puissante famille d'Amboise. Pendant la Renaissance, il sert de résidence à plusieurs rois de France. Charles VIII en fait sa demeure. D'une curiosité insatiable et de goût sûr, Charles VIII se passionne pour l'art et la culture de l'Italie. Il invite de nombreux artistes italiens qui vont transformer le château à la mode de la Renaissance. Le génie florentin Léonard de Vinci arrive en 1516 à Amboise à l'invitation du roi François Ier. Il s'éteint 3 ans plus tard à Amboise. Il est inhumé, selon ses vœux, dans l'enceinte du château royal. Le château de Villandry, daté de la Renaissance, est situé au cœur de 3 niveaux de jardin étagé. C'est le dernier des grands châteaux de ce style bâtis sur les bords de la Loire. Remarquable par l'harmonie de son architecture, le domaine est surtout réputé pour ses jardins répartis sur 3 niveaux qui allient esthétique, diversité et harmonie. Le château d'Azel-Rideau fut construit aux alentours de 1119 par l'un des premiers seigneurs du lieu, Ridel ou Rideau d'Azel, chevalier de Philippe Auguste, qui édifia une forteresse défensive afin de protéger la route entre Tours et Chinon. Le château fut brûlé lors de la guerre de 100 ans. Le village gardera d'ailleurs jusqu'au XVIIIe siècle le nom d'Azel le Brûlé. Il fut ensuite reconstruit sous le règne de François Ier par l'initiative de Gilles Berthelot en intégrant l'art français et l'innovation italienne. Le château de Saumur fut construit à la fin du XIe siècle. Il fut successivement forteresse, puis résidence de plaisance des gouverneurs de la ville, prison et, pour finir, dépôt d'armes et de munitions. Le château, surplombant la ville et la Loire, a été acheté à l'État en 1906. La ville de Saumur l'a acquis et l'a partiellement restauré avant d'y installer le musée municipal. Qui dit château, dit cuisine. Pour terminer cette petite page spéciale Loire, je vous propose une recette de la Renaissance qui se cuisinait dans ces châteaux, un millefeuille de navet. Pour ceci, il nous faut navet, parmesan en copeaux, du sel, du poivre, un petit peu de noix de muscade, du beurre, de la poitrine fraîche de porc, et c'est tout. Première chose, on va s'occuper des navets.
Vous épluchez vos navets. Vous prenez, en faisant très attention, une mandoline, parce que là, ça attaque bien les doigts quand on ne fait pas attention. Et vos navets sont coupés. On va les plonger dans de l'eau bouillante pour qu'ils ramollissent bien. On va prendre notre poitrine de porc fraîche, on va retirer la couenne. Les petits os. Et on va la couper très très finement. Vous voyez, on va faire des petits bouts comme ça. Et voilà. Et ben là c'est bon, vous voyez, elles sont bien souples. Donc on va les mettre dans... les retirer. À égoutter, voilà. À égoutter. Prends une poêle. Mettez pas de graisse dans la poêle, il y en a suffisamment sur la poitrine. Et on va faire revenir nos petits morceaux de poitrine. Voilà. Pendant que vos morceaux reviennent, un petit bout de papier, du beurre, et on beurre bien ces ramequins. Là maintenant, c'est tout simple. Hein. Mettez les navets des petits copeaux de parmesan. On recommence. Et on termine avec des copeaux de parmesan. Maintenant, on peut prendre noix de muscade un petit peu dessus. Et poivrer. Saler un tout petit peu. Prenez un plat qui va au four, vous mettez vos ramequins dedans et, pour que ça soit plus moelleux, on va rajouter de l'eau et vous enfournez 180 degrés 15 minutes. Regardez ça, ça a l'air moelleux. Oh là! Et bien voilà, nos millefeuilles au navet sont prêts à déguster. Bien voilà, ce voyage au bord de Loire se termine. Portez-vous bien. Je vous dis à très très bientôt.